Bienvenue et bonsoir à tous pour cette soirée avec Sacha, c'est-à-dire avec moi, organisée par la Fondation Laurin avec la participation active d'un de ses plus beaux bébés, Philippe Laurin, dont vous connaissez parfaitement les capacités de persuasion, m'a convaincu de revenir une deuxième fois de ma villégiature d'outre-tombe du cimetière Montmartre où depuis 1957 je profite d'un repos bien gagné. Je voudrais quand même, avant de commencer, vous parler de cette extraordinaire surprise que j'ai eue quand je suis revenu depuis très peu de temps sur Terre, en étant confronté à un élément tout à fait nouveau pour moi, une nouvelle pandémie extraordinaire internationale. Je me suis renseigné, il s'agit de la nomophobie. Alors il semblerait que ce soit une angoisse liée à la crainte d'une séparation d'avec son téléphone portable. C'est extraordinaire. Donc il semblerait qu'il y ait dans le Vidal des propositions de traitement, qui est d'assister à des séances de théâtre régulières, en prenant la précaution bien évidemment d'éteindre totalement, définitivement les téléphones portables en question. Je vous propose de commencer le traitement ce soir. Pour le théâtre, on s'en occupe. Pour les téléphones portables, merci de vous en occuper. Je vous disais donc que Philippe Laurin m'avait convaincu une deuxième fois de revenir de ma villégiature. La première fois, c'était en 2016, dans ce même lieu, dans ce même théâtre, pratiquement avec ce même public d'ailleurs, pour partager à nouveau mes souvenirs de vie, ma vision du théâtre et assorti de quelques exemples scéniques de mon œuvre. Pour ce faire, j'ai évidemment dû faire appel à ma mémoire. Et vous imaginez bien que presque 70 ans de claustration, de confinement, amputent singulièrement ces facultés, vous en êtes aperçu d'ailleurs. Donc j'ai pris l'initiative de prendre quelques notes au cas où il y ait des déficiences éventuelles de mémoire. J'espère que vous me pardonnerez de l'utiliser de temps en temps. Alors, parler de ma vie, ma vision du théâtre, mon œuvre, cela va encore faire jaser dans les chaumières mes détracteurs qui n'ont pas attendu depuis longtemps une telle aubaine en me qualifiant d'un surnom, Monsieur Moa. En référence, semble-t-il, à un pseudo-narcissisme. Très douteux, mais laissons-les à ses enfantillages et passons, si vous le voulez bien, sans plus tarder à notre soirée. Alors, quand je dis sans plus tarder, c'est parce que j'ai bien perçu une certaine impatience de votre part face à un petit retard dans le lever de rideau. Comme Philippe Laurin d'ailleurs, qui, en coulisses, tout à l'heure m'a dit « Mon cher Sacha, est-ce que vous auriez l'amabilité de bien vouloir dire quelques mots à votre cher public pour les faire patienter encore un petit moment ?» Il a répondu « Mais mon cher Philippe, bien volontiers. Mon cher Sacha, mon cher Philippe. » Ah, cette familiarité quasi rituelle entre les directeurs de théâtre et les auteurs ne cessera décidément jamais de me surprendre. Bon, cependant, je m'exécute, vous l'imaginez bien, avec grand plaisir. Et vous propose, pour vous faire patienter, d'évoquer un temps mon parcours, celui qui a déterminé ma vocation, d'auteur, de comédien, de metteur en scène et de réalisateur de long métrage. Alors pour commencer, ma première pièce, Le Page, a été créée en 1907 au théâtre de... Ça commence quand là le spectacle? Ça commence à bien faire, hein? À la Comédie de Tanger, vous commencez jamais à l'heure.
C'est incroyable, vous vous accordez toujours une minute de grâce. Excusez-moi madame, mais pardonnez-moi, je suis un petit peu surpris de votre intervention. Ceci dit, je voudrais vous faire remarquer quand même votre gros contresens. Les quelques minutes de grâce que vous évoquez, ce n'est pas à nous que nous les octroyons, c'est à vous, public. Bah voyons, vous n'êtes jamais prêt à l'heure. Oh, quelle erreur, madame! Je peux vous assurer que jamais un comédien n'est en retard sur scène. En tout cas, en ce qui me concerne, avec 13 500 représentations en 55 ans de carrière, je peux vous garantir que cela ne m'est jamais arrivé. Bon, si vous voulez, mais ça ne nous dit pas pourquoi vous n'êtes pas à l'heure. Mais parce que vous n'êtes jamais tous là en même temps à l'heure. Parce que quelques spectateurs sont en retard, vous nous faites, nous, attendre tous les autres spectateurs qui ont eu la politesse de venir à l'heure. Exactement, et c'est précisément pour que ceux qui sont à l'heure ne soient pas dérangés que nous attendons encore un peu ce qui manque. Parce qu'on nous a demandé notre avis à nous. On préfère, nous, être dérangés plutôt que d'attendre encore des minutes et des minutes encore. Ah ben, je suis très surpris, oui. Je suis tellement surpris d'ailleurs que ça m'étonne, sauf que je peux peut-être arriver à le comprendre, car ils ne se rendent probablement pas compte du trouble que génèrent les derniers retardataires. Non seulement sur les spectateurs qui sont déjà arrivés, parce qu'ils vont les déranger, mais en plus pour les acteurs, qui vont être totalement déstabilisés, qui ont déjà commencé leur spectacle, et qui vont en perdre un instant la mémoire. Bon, évidemment, ce sont des professionnels, ils vont continuer à jouer, c'est sûr. Mais pendant un temps, il va falloir qu'ils retrouvent leurs esprits. Et pendant ce temps, je vous garantis bien que la pièce n'a pas été jouée. Excusez-moi, je voudrais volontiers continuer cette conversation intéressante du reste, mais la régie me fait signe que tout est rentré dans l'ordre et que nous allons pouvoir commencer. Ah, merci. Je vous en prie. Ce sera avec une pièce intitulée Fausse alerte, une histoire de conflit qui n'en est pas un, tout en étant un. C'est assez compliqué, donc ça relève de l'inconséquence des sentiments. Et n'y voyez aucune malice de ma part si les protagonistes en sont deux femmes. Non, ma misogynie n'est pas en cause, ne me regardez pas comme ça. C'est simplement qu'il faut comprendre que dans ce genre de conflit, la plus grande difficulté, c'est d'arriver à s'en expliquer. Et le meilleur moyen, c'est de profiter d'un endroit clos et sans témoin, comme vous allez le constater. Mais moi non plus, madame, figurez-vous. Et même j'attendais cette première alerte avec une certaine impatience. À vous dire le vrai, je l'espérais moi-même. Allons donc. Madame, voilà 2 ans que nous habitons la même maison. 2 ans passés. Vous au premier. Et vous au troisième. Alors jamais jusqu'ici le destin n'a voulu nous mettre face à face. Je vous ai pourtant 100 fois guetté sur mon palier. Moi bien 1000 fois, j'ai fait le geste de sonner à votre porte. J'ai failli vous écrire au moins 10 000 fois. Et moi 100 000 fois, j'ai décroché le récepteur pour vous téléphoner. Mais je m'en suis privée. Et moi j'ai fait de même. C'était de vive voix que je tenais à vous dire mon opinion sur vous. Moi c'était dans les yeux que je voulais vous exprimer la mienne. Je me disais, un jour viendra. Et moi je pensais patience. Et ce jour est venu. Je vous ai devant moi. Dans l'ombre. Et sans témoin. Nous allons pouvoir enfin vider notre querelle. À exposer nos griefs. Nous arracher les yeux. Nous crêper le chignon. Mais en finir. À tout jamais. Car, voyez-vous, madame, ce n'est pas sans raison que 2 personnes comme nous en arrivent à ce point de haine réciproque. Une animosité si vive, en effet, doit avoir des causes sérieuses. Et je ne doute pas que vous alliez conserver le souvenir. Et moi, je reste convaincue qu'à ce sujet, votre mémoire est fraîche encore. Permettez-moi, madame, de compter plutôt sur la vôtre, car souvenez-vous comment la chose a commencé. Ah, tout est venu de là, vous le reconnaissez. C'est à vous de le reconnaître.
car c'était à propos de... Enfin, aidez-moi, madame, s'il vous plaît. C'est que de mon côté, je cherche, excusez-moi. Vous cherchez la raison. La cause, Le sujet. le mobile. Oui, enfin, le point de départ. Exactement. C'est facile pourtant. Il me semble, en effet. Eh bien, souvenons-nous. Souvenons-nous. C'était un mercredi, n'est-ce pas? C'est possible. Un mercredi matin. Vers 11 heures. Oui, peut-être. Vous sortiez ce jour-là. Je vous revois très bien, c'était à ma fenêtre. Et vous portiez un chapeau blanc. Je ne me souviens plus du chapeau que j'avais. Mais je sais qu'en montant en voiture, j'ai senti que 2 yeux étaient braqués sur moi. Et vous vous êtes retourné. Bien entendu. Et nous nous sommes regardés très vite. 1 seconde, ça m'a suffi, j'étais fixée. Et mon opinion à moi était faite. Nous venions de nous voir pour la première fois. Et vous m'avez haï aussitôt. Ah non, madame, pardon, car c'est vous qui m'avez exécré tout de suite. Exécré, moi. Mais et pour quelle raison vous aurais-je exécré? Et moi, pour quel motif pouvais-je vous haïr? Vous ne m'aviez rien fait. Mais vous non plus, madame. Je ne vous reproche rien du reste. Est-ce que de mon côté d'ailleurs, je vous accuse? Mais alors? De quoi nous plaignons-nous? Je n'en sais rien. C'est curieux. Oui, c'est bizarre. L'une de nous deux a pourtant bien commencé. Peut-être pas, car rien ne s'est passé. C'est évident. Nous nous serions donc détestés. Car nous croyons que nous nous détestions. Je ne vous suis même pas antipathique. Mais regardez-vous, madame. Mais c'est plutôt à moi de vous poser cette question. Oh, n'en faites surtout rien, je vous trouve adorable. Et moi, je vous trouve splendide. Alors, en somme, nous étions toutes les deux navrées de ne pas nous sentir aimées l'une par l'autre. Exactement. Était-ce orgueil ou modestie? Comment savoir quand l'un prend si souvent le visage de l'autre? Mais orgueil ou modestie, le fait est là. Et ça a duré depuis 2 ans. Et ça aurait pu durer la vie entière. Sans cette bienheureuse alerte. En effet, oui. Oui, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. On va se demander pardon. Se faire des excuses. Et même, on pourrait ne pas en rester là. Oh, se voir de temps en temps. Dîner l'une chez l'autre. Faire des courses ensemble. Aller vers le sud-ouest s'il le fallait un jour. Ah, se retrouver dans le midi. Si tout va bien de ce côté. Devenir des amis. Oh, de très grandes amies. Oui, mais voilà. Ah, je vous vois venir et vous avez raison. Devenir des amis. Se brouiller un jour, ce serait dommage. Horrible. Affreux. Navrant. D'autant plus qu'on sait ce que c'est que d'être brouillé pendant 2 ans sans se connaître. Oui, alors vous imaginez si l'on s'était connus et que l'on s'était aimé, comme ce serait pénible, oh Dieu, d'habiter la même maison sans se parler. Ne pas se brouiller, ce serait difficile. Vous avez tant de grâce. Et vous, tellement de charme. Je crains votre malice. Et moi, j'ai peur de votre esprit. Nous sommes trop bien pour être des amis. Nous n'avons aucun besoin l'une de l'autre. Au contraire, nous vous ferons beaucoup de mal. Beaucoup plus que de bien. Ignorons-nous. Restons-en là. C'est préférable. On va s'aimer de loin. Non, c'est plus prudent. Ne restons même pas ensemble davantage. Car ça se gâte déjà un peu. Oui, 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 je le sens, hein. Soyons malines. Et réservé. Adieu, madame. Adieu, madame. Au salaire. Vous l'aurez compris, la naissance d'une animosité n'est pas toujours rationnelle. Un peu comme les hasards de la vie, ce qui me ramène à mon premier propos. Vous parlez de ce cursus
qui a déterminé ma vocation. Cela débute par un constat. Ma première pièce, je vous disais tout à l'heure, Le Page, a été créée au Théâtre des Mathurins à Paris en 1902. Je n'avais que 17 ans. Rappelez-vous-en. En 55 ans de carrière, j'ai donné 13 500 représentations, je vous le disais tout à l'heure. Alors en comptant une journée de relâche par semaine, cela représente une représentation par jour pendant 55 ans. J'ai écrit en même temps 124 pièces de théâtre et j'ai réalisé 36 longs métrages. J'ai lancé à cet égard un certain nombre de carrières, de nombreux comédiens auxquels j'ai confié leur premier grand rôle. Dans le désordre, Fernand Del, Darry Cole, Louis de Funès, Michel Serrault. Et j'ai dirigé des très grands acteurs au cinéma. Arletty, Eric von Stroheim, Orson Welles, Gabin, Bourvil et Brigitte Bardot dans mon film « Si Versailles m'était compté », elle avait 20 ans. Pour en arriver là, mon parcours a été, disons, chaotique. J'ai commencé par être un cancre invétéré. Entre 6 ans et 16 ans, j'ai été régulièrement renvoyé des 12 établissements différents que j'ai fréquentés. À chaque fois pour paresse, impertinence et manque total d'intérêt. Sauf pour le dessin et le sport. J'ai donc quitté l'école sans aucun diplôme. Mais pas sans bagage. Grâce à quelques atouts extrascolaires. D'abord une hérédité hors norme. Mon père, Lucien, était le plus grand acteur français de son temps. L'égal, l'alter ego de Sarah Bernard, avec laquelle il a joué plusieurs fois. Et pas qu'au théâtre d'ailleurs. Ensuite, grâce à un environnement culturel d'exception. À Paris, d'abord, où mes parents recevaient régulièrement chez eux des personnalités de renom. Alphonse Allais, Georges Courteline, Tristan Bernard, les deux Augustes, Redin, Renoir, Claude Monet, Anatole France et bien d'autres. Certains m'ont fait sauter sur leurs genoux. En Russie, où mon père allait régulièrement jouer devant le tsar Alexandre III, qui l'avait pris en affection et qui lui a même proposé un jour de devenir mon parrain. D'où mon prénom de baptême, Alexandre, assorti de son diminutif affectueux, Sacha, qui ne me quittera plus. En Russie, pour la petite histoire, c'était m'a été marqué par le divorce de mes parents, à cause d'infidélités répétées. Mon père avait une réputation solide dans la matière et avait même hérité de ce surnom évocateur de Divan le Terrible. Cet environnement a évidemment stimulé, vous le comprendrez, ma curiosité et mon imagination, rendant tout enseignement académique hautement soporifique, générant ainsi ma double vocation de cancre invétéré et, comme de nombreux chroniqueurs l'ont souligné, de génie aux multiples facettes, dont une, la plus confidentielle de mon œuvre, la poésie. Vous allez d'ailleurs pouvoir en juger au travers de cette nouvelle pièce scène intitulée « Enfin seul ». Ici, fini les répliques fulgurantes ou incisives. Place à la nonchalance, à la liberté, à l'introspection. Face à 4 figures allégoriques qui vont servir de catalyseurs. Écoutez attentivement, laissez-vous porter et savourez. Tout seul. Enfin. La liberté.
l'exquise liberté. Le silence absolu, le repos bien-aimé, le calme où rien ne vibre. Ah, que c'est bon de s'enfermer. Mais s'enfermer d'ailleurs n'est pas du tout le terme. Lorsque je tourne la clé, ce n'est pas moi qui suis bouclé, ce sont les autres que j'enferme. Oui, certes. Et en faisant cela, je les enferme tous ensemble. Ah, il est bon d'avoir son coin. Un endroit clos où jamais l'âme ne se déguise. Un petit coin, tout près, où on se sent très loin. Alors là, je suis vraiment seul. Je peux gigoter, je peux bailler, je peux fumer, je pourrais même travailler si j'en avais envie. Et puis, je peux parler haut. Je peux faire « Oh oh !» Je récitais le monologue de Charles Quint. Charlemagne, pardon, c'est voûte solitaire. Et puis, m'apercevoir que de ces vers, je n'en sais qu'un. Alors parfois, me taire. C'est très bon aussi de se taire. Très bon. Je peux m'imaginer les choses les plus folles. Que j'ai des casseroles, que je suis espagnol, qu'un orchestre lointain joue pour moi seul un air tendre, et me l'imaginer jusqu'au point de l'entendre. Je peux regarder un bouquin pendant quelques instants, ne pas le reposer. Respirer une rose, et puis tout doucement marcher de long en large, en pensant à des choses. Sourire en me voyant passer devant la glace, me regarder sévèrement et dire « Ah, tout passe ». Et puis, m'asseoir un instant, me souvenir de mon passé et me tourner vers l'avenir en me disant demain, en sachant que j'ai fait la plupart du chemin, je peux, si je le veux, pleurer même au besoin, sans me retenir et sans trop me forcer. Et puis je peux penser, pour bien penser, faire le noir, mettre ma main devant mes yeux, ne plus rien voir, descendre au fond de moi-même et convoquer ma mémoire, ma conscience, ma volonté, puis aussi ma fantaisie. Ah, les voilà. Les voilà toutes les quatre. Ma conscience est accoudée à la fenêtre avec son teint d'albâtre et son air de boudé. Ma volonté, sur une chaise, est assoupie. Ma fantaisie est assise près de l'âtre, et pendant qu'elle noue en criant les franges du tapis, ma mémoire, à mon oreille bien tendue, me dit « Te souviens-tu » Ah, que c'est beau d'être seul avec soi-même. Car voyez-vous, toutes les quatre, je vous aime, bien que ce soit de diverses façons. Toi, ma mémoire, parce que jamais tu ne mens. Toi, ma conscience, parce que jamais tu n'as ni tout à fait tort, ni tout à fait raison. Toi, ma chère volonté, parce qu'en toutes circonstances, tu dors.
Et toi, ma fantaisie, parce que je t'adore. Alors, ce délicieux petit poème pourrait être une profession de foi. En vérité, ce n'est pas vraiment la mienne. La mienne serait plus proche de celle que je prête à mon personnage Daniel dans N'écoutez pas, mesdames. Une pièce créée en 1942, où Daniel dit « Elle est enfin partie, enfin me voilà seul. C'était depuis longtemps mon rêve. Je vais donc enfin vivre seul et déjà, je me demande, mais avec qui ?» Dans ma vie, j'ai répondu 4 fois à cette question, après chacun de mes 4 divorces. Et je n'ai jamais été très long à le faire, au minimum 3 mois, au maximum 9. Il faut dire que j'avais une méthode infaillible. Avant chaque divorce, j'avais pris la précaution de choisir la maîtresse, celle qui allait devenir ma future épouse. Alors évidemment, ça réduit considérablement les délais. La pérennité d'un couple peut sembler souvent très fragile, comme dans ce nouvel extrait qu'on va voir maintenant, au titre porteur de quelques menaces. Un homme d'hier, une femme d'aujourd'hui. J'ai créé cette pièce avec Yvonne Printemps, en 1930. On a dit que je réglais là, sur scène, quelques petits problèmes privés. De fait, avec Yvonne, nous avions déjà 10 ans d'un mariage qualifié de tumultueux, entrecoupé de très nombreux désaccords. J'étais dominateur, elle rêvait d'émancipation, nous nous séparons en 1931. Les 2 protagonistes à venir en arriveront-ils à cette extrémité? Rien n'est moins sûr. Non mais sans blague! Il se fout de toi, hein, ton proprio, de te laisser un ascenseur qui met 25 minutes pour monter 2 étages! Quand on pense qu'à New York, il vous dépose au 36e en 4 secondes! Est-ce que tu peux être ballot de ne pas gagner pour qu'on te le change? Mais pourquoi tu me regardes avec ces yeux-là? Parce que tu pourrais me dire bonjour avant de rentrer, hein, quand tu rentres chez moi. Oh, mais oui, c'est vrai. Comment il va, mon petit nounours? Eh ben, ton petit nounours ne va pas trop mal, je te remercie. Est-ce que tu as été bête de ne pas venir au golf ce matin? Tu aurais été fière de moi. Déjà, parce que j'ai fait 18 trous. Et puis tu aurais déjeuné dans un petit bouchon qu'on a dégoté à 30 km de Saint-Germain et où on fait une choucroute fabuleuse. J'en ai repris 3 fois. Aussi pendant 2 jours, je me permets de la salade et rien de plus. Il faut que jeudi matin j'ai reperdu 2 kilos. Tu as vu mes ongles? Hein? Un rouge, un vert, un rouge, un vert. Si c'est chic. Attends. Comment trouves-tu mes bas? Oh, très joli. J'en ai pas. C'est un enduit américain qui tient mes jours. C'est formidable. Mais comme tu es triste, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as des ennuis? Non, mon chéri, j'ai pas d'ennui. Seulement, je t'avais demandé de venir à 6 heures. Bah, il en est 7. Bah oui. C'était pour quoi faire? Là, c'était pour rester 2 heures avec toi. 2 heures? Oui. Seul? Oui. Tous les 2? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Mais y a rien. Qu'est-ce que tu voulais faire? Rien. Tout. Non. Si. Oh, c'était pour Oh ça? mon Dieu, oui. Et il te fallait 2 heures aujourd'hui? Tu nous calomnies, hein? Veux-tu parier Oh que non. dans 2 minutes? Non, ne faisons pas un sport, je t'en supplie. J'avais besoin de t'avoir près de moi, quoi.
tout simplement. Pendant 2 heures? Mais oui, pendant 2 heures. Ça te semble incroyable, n'est-ce pas, qu'un homme restait seul avec sa maîtresse pendant 2 heures. S'aimer pendant 2 heures. Se regarder vivre pendant 2 heures. Bavarder, se taire même pendant 2 heures. C'est une folie. Ah non, hein. Vraiment, tu n'es pas juste. Depuis 2 ans que nous sommes ensemble. Je viens quand tu veux. Chaque fois que tu veux. Et je te jure sur ma vie que je t'aime autant qu'il est possible d'aimer. Enfin, à notre époque. Je te reproche rien. Oh, mais si. Oh, ben non. Oh, tu me fais la tête. C'est la même chose. C'est pire encore. Et puis cette façon-là que tu as de me regarder en faisant comme ça pendant que je parle, comme si j'étais un phénomène. Si tu crois que ce n'est pas exaspérant à la fin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai donc d'extraordinaire? Mais tu t'aperçois pas que tu changes tous les jours? Comme le calendrier. Mais ce n'est pas moi qui change, mon pauvre chou. C'est la vie. La vie qui ne s'arrête pas un instant. Je suis le mouvement, moi. C'est normal. Tandis qu'on dirait ma parole, que tu t'ingénies à ne désirer que des choses qui ne se font plus. Tu éprouves un malin plaisir à rompre constamment le rythme de l'existence. Et je te jure que si l'un de nous avait le droit de faire des reproches à l'autre, c'est plutôt moi qui aurais le droit de te faire remarquer que depuis 2 ans tu n'as pas changé. Car l'erreur, le crime, la bêtise, c'est de ne pas changer. Tiens, prends une photo de toi, une vieille photo, n'importe laquelle, une vieille d'il y a 10 ans. Et regarde-toi, tu portes toujours les mêmes vestons, les mêmes cravates, oh, la même coiffure. Bah, avec moins de cheveux quand même. Oui, mais tout de même, c'est la même. Bah, évidemment. Mais c'est de la folie, ça, voyons. Et dans ces conditions-là, comment veux-tu que tes idées changent? Mais je ne tiens pas à les voir changer. Alors, ne me critique pas parce que nous sommes différents. Déjà, tu as 25 ans de plus que moi, c'est quelque chose. Bon, bah, ça, j'en conviens. Eh bien, on dirait que tu trouves que ce n'est pas encore assez. Et tu t'entêtes à piétiner quand moi, j'avance. C'est naturel, bon Dieu, que je marche avec mon temps. Et ça n'est pas ma faute si tu restes en arrière. Tu as l'air d'un type qui ne remonterait pas sa pendule pour empêcher que le jour se lève. Depuis 2 ans que je te connais, je ne t'ai pas vu à la page une seule fois. Je te jure qu'on n'est pas dans le même train. Toi, tu es sur une voie de garage. Tu parles toujours des mêmes bouquins là, des mêmes patelins et des mêmes types. Et tu connais beaucoup plus de gens parmi les morts que chez les vivants. On fait des films parlants, on a la radio. Et toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce que tu fais? Des vers? Non, mais ce n'est pas sérieux, des vers à notre époque. C'est de l'entêtement, c'est de l'obstination, ça. On te parle de Megève et tu réponds Venise. Mais ta pendule à l'heure pour l'amour du bon Dieu. Allez, 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 courage. Mets-toi du cosmétique. Porte des pantalons de golf. Je sais pas, moi. Apprends à patiner. Ne bois plus de vin rouge. Fous-nous la paix avec le XVIIIe siècle. Et quand tu veux faire l'amour, ne me demande pas chaque fois de me déshabiller. De Dieu, mais il m'arrivera ce qui m'arrivera, mais je ne mettrai pas de cosmétiques. Et je porterai pas de pantalon de golf. Et personne ne m'empêchera de parler de Fragonard. Et puis je ferai l'amour comme il me plaira. Va donc le faire tout seul. Dis donc, pour qui tu me prends, toi? Je le ferai avec n'importe quelle femme qui ne sera pas désolée d'être une femme. Et en tout cas, pas avec une femme qui sentira l'essence et l'huile automobile. Ah, Seigneur! Mais mettez sur ma route une femme, là, qui n'ait pas les ongles multicolores et qui n'ait pas trop l'air d'un garçon, s'il vous plaît. Tu vas donc faire le tour du monde. Oui, je partirai s'il le faut. Pour la chercher, je partirai comme tant d'autres qui s'en vont. Les as-tu comptés, ceux qui partent, là? Regarde, hein? Ils sont plus nombreux qu'on ne pense. Voilà, partir, départ, New York. 6 mois au Japon, la féerie singalaise. C'est là, 8 jours aux îles Marquises, au pôle Nord, au pôle Sud. Ah, je suis sur une voie de garage. Eh bien, j'en profite, moi, pour changer de direction. Ah bah voilà. Oui, c'est bien ça. Tout ce qui est nouveau, tu le contestes par principe. Cependant, quand tu avais 20 ans, tu n'étais pas comme ça. Tu marchais bien avec ton temps. Mon temps? Mon temps? Ah non, mais dirait-on pas que j'ai 80 ans? Oui,
Mais quand tu avais 20 ans, tu n'étais pas comme ça. Eh bien, quand j'avais 20 ans, mon petit, hein, on ne changeait pas de siècle tous les 2 ans. De mon temps, hein, il fallait regarder en arrière pour s'apercevoir du temps qu'on avait parcouru. De mon temps, on ne se demandait pas tous les jours au réveil qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour être de mon temps. Hein, on en était de son temps, sans le savoir et sans y penser. Ça ne tenait pas dans la vie la place que tu penses. La mode ne changeait pas 5 ou 6 fois par an et l'on prenait le temps d'achever ce qu'on commençait. Hein? Aujourd'hui, ma parole, il faut faire un livre en 8 jours, une robe en 1 heure, une voiture en 3 semaines, si on ne veut pas qu'elle soit démodée avant d'être finie. Tu ne réponds pas à ma question. Pose-la moi d'abord. Et mettons, il y a 20 ans, tout ce qui était nouveau. Mais jamais de la vie, on s'en amusait, ça n'avait pas tant d'importance. Hein. On ne se prenait pas tellement au sérieux et on ne cherchait pas à rompre radicalement avec tout le passé. Aujourd'hui, un abat-jour nouveau, vous oblige à changer toute la décoration de votre appartement. Et ça c'est se foutre de la gueule du monde. Voilà. Veux-tu m'expliquer quelque chose? Mais je veux bien essayer. Pourquoi n'aimes-tu pas l'art moderne? Mais parce qu'il n'y a pas d'art moderne, il y a l'art, tout court. Non mais est-ce que tu t'imagines que toutes les époques sont infaillibles? Tu crois donc qu'il suffit d'avoir 20 ans pour avoir raison? Mais ce serait trop facile. Et rien ne peut nous prouver que l'art moderne d'aujourd'hui n'aura pas le destin lamentable du moderne style affreux de l'année 1900. De mon temps, quand on se passionnait, c'était pour des causes un peu plus élevées. Hein. Il n'y avait pas de petites chapelles. Et les hommes de valeur étaient solitaires. Ah, puis n'en parlons plus. Et puisque je ne suis pas à la page, comme tu dis, eh bien, tu vois, je ferme le livre. Et je renonce. Je renonce à saisir le charme d'une époque où tout n'est que falsification, copie, imitation, trucage, où l'on met la science au service du toc. Tout ce qui semblait beau jadis, on le cache à présent. Ou bien on supprime. Les cheveux, tic tic tic, les sourcils, la poitrine, et le reste. La lumière même est à son déclin. Il y a 100 ans, on la montrait. Il y a 20 ans, on la voilait. Aujourd'hui, on la dissimule. On la dit sous corniche ou dans des aquariums. Et tout est faux. Tout est truqué. On reconstitue des rubis. On agglomère des saphirs. On cultive des perles. La soie est artificielle. Les parfums sont synthétiques. Le papier imite le bois imite le fer imite clé, le nickel imite l'argent imite l'or et l'or imite le platine. Le cuir est imité par le pégamoïde. L'écaille est imitée par le celluloïde. Le lézard imite le serpent, le poulain imite l'astracan et le chat. Le chat devient du lapin. Quand le lapin se fait termine. Tantôt, dans une vitrine, je vois les 4 tomes des Fables de La Fontaine, illustrés par Oudry. L'édition originale des lettres de la marquise de Sévigné, le Télémaque de Fénelon et la Chartreuse de Parme de Stendhal. Je m'offre tout cela et je rentre, fou de joie, de bonheur. Oh, quelle déception m'attendait! Les Fables de La Fontaine, tu sais ce que c'est? Ben là, regarde, là, regarde! Hein? C'est une cave à liqueur! Voilà. Dans la marquise de Sévigné, qu'est-ce que je trouve? Du chocolat! Dans la Chartreuse de Parme, de la bénédictine! Et dans Fénelon, des bêtises de Cambrai! Oh mais non, tu n'es pas en colère. On serait à moi! Mais non. Viens. Prends-moi dans tes bras. Mettons-y chacun du nôtre et faisons chacun la moitié du si long chemin qui nous sépare. Parle-moi doucement. Je ne demande qu'à me laisser convaincre, tu sais. Et puis tiens, tu voulais passer 2 heures avec moi seule. Alors jusqu'à 9 heures, restons là, l'un contre l'autre. Et puisque tu sais si bien dire je t'aime, dis-le-moi. Je t'aime.
Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est à vous, madame, l'auto qui est garé là? Oui, c'est à moi, monsieur l'agent. Eh ben, il faudrait voir à circuler. Il y a plus de 10 minutes que vous stationnez. Le règlement est formel. Rien à faire. Le progrès nous sépare. À demain. À demain, chauffeur. Vers 6 heures. Non, 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 pas vers 6 heures. À 6 heures précises. Attends. Laisse-moi, chérie, laisse-moi cette fleur-là que tu portes épinglée au revers de ton blouson. Hein? Elle, moi, me parlera de toi. La voici. À demain. À demain. Oh. Ah. Elle est artificielle. Apparemment, ces deux-là ne se sépareront pas. Ils semblent s'accommoder sans peine de la différence d'âge. Dans la pièce, elle a 16 ans de moins que lui. J'ai moi-même été confronté à ce problème de différence d'âge, au point qu'un psychanalyste pourrait y trouver sûrement un sujet d'étude. Ma première épouse, Charlotte Lisès, était plus âgée que moi de 8 ans. Nous sommes en 1907, c'est-à-dire que c'était très mal vu. 10 ans après, je rentre dans le rang. Ma deuxième épouse était âgée de 10 ans de plus que moi. Après, pour la suite, j'ai fait du zèle. 22 ans de moins pour la troisième, 29 pour la quatrième et 32 pour la cinquième. C'était Anna Marconi. En 1949, année de notre mariage, j'avais le double de son âge. Il était bien normal qu'elle devienne ma moitié. 5 épouses, dont les 4 dernières étaient plus jeunes que moi, cela a de quoi rendre jaloux. Tous les séducteurs se retrouvant sur le tard en mal de conquête. La jalousie. Ah, voilà un sentiment complexe et un sujet inépuisable pour un auteur. Eh bien, c'est justement le sujet de notre prochain extrait de cette soirée. Il s'agit d'un monologue qui ouvre en fait ma pièce, beaucoup plus longue, La jalousie, créée en 1915 avec Charlotte Lisès. Ah, Charlotte. Ah, je devrais dire plutôt sacrée Charlotte. Elle avait été la maîtresse de mon père, Lucien, en 1912, suite à un casting qualifié de fructueux. Malheureusement, en récompense de sa disponibilité, elle n'obtint qu'un tout petit rôle. Elle en fut extraordinairement vexée. Et quand elle me croise dans les coulisses du théâtre, elle décide de se venger. Elle me séduit, mission somme toute relativement aisée, elle avait quand même 8 ans de plus que moi et une expérience solide acquise auprès de mon père. Lui, découvrant son infortune, évidemment la renvoie du théâtre. Et ensuite de cet épisode, il prendra l'initiative de se brouiller avec moi, et cette brouille durera 13 années. Quant à la reprise de la pièce en 1930, je vous l'ai dit tout à l'heure, je la rejoue avec ma nouvelle épouse Yvonne Printemps. Et pour la petite histoire, en 1931, un an après, j'ai eu la mauvaise idée de la faire jouer avec Pierre Freinet dans une nouvelle pièce. Certains ici se souviennent certainement de cet excellent acteur. J'avais introduit le loup dans la bergerie, une idylle est née entre eux qui a duré 40 ans. Et mon divorce coûteux et bruyant a fait les beaux jours des prétoires et de la presse parisienne à scandale pendant 3 ans. Mais revenons au théâtre avec La jalousie.
8 heures. 8 heures. Oh non. Mais sacré nom d'un chien, de nom d'un chien! Non, mais il est tout de même curieux que je n'arrive pas à me trouver une excuse pour justifier mon retard. Cependant, je ne suis pas bête. J'ai autant d'imagination qu'un autre. Eh bien, il faut croire que non. Dans un instant, Marthe va entrer et son premier mot va être « D'où viens-tu à cette heure-ci » Et je ne sais pas ce que je vais lui répondre. Voilà ce que c'est que de ne pas être entraîné à mentir. Oui, oui, oui. Et voilà ce que c'est aussi que d'avoir une existence réglée comme du papier à musique. Si je ne rentrais pas chez moi tous les soirs à cette heure précise, je ne serais pas dans l'état de nerfs dans lequel je me trouve depuis 22 minutes que je cherche sans la trouver une raison valable, logique, plausible d'être en retard d'1 heure. Oui, bon, évidemment, si j'avais une autre femme, je ne veux pas dire une femme en plus, non, je veux dire une femme à la place de celle-là. Enfin, si Marthe n'était pas la femme qu'elle est, je me contenterais de lui dire, et elle se contenterait de ma réponse. J'ai fait des courses, mon enfant, que j'étais obligé de faire, et qui m'ont retardé. Mais voilà, ce sont les autres qui peuvent répondre de cette façon-là. Parce que Marthe n'est pas femme à admettre la chose sans me poser une série de questions qui, évidemment, vont me troubler. Mais oui, je vais me troubler. Ça, c'est sûr. Je m'aperçois d'ailleurs que c'est la crainte que j'ai de me troubler qui m'empêche de trouver là tout de suite, là maintenant, 2 ou 3 très bonnes raisons d'être en retard. La voilà, la voilà. Non, 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 non. Tout de même. Quand elle va me demander ce que j'ai fait entre 7 et 8 heures, il va tout de même falloir que je lui réponde quelque chose. Ouais. Et si je faisais l'erreur de lui donner le nom d'un ami que soi-disant j'aurais rencontré et qui m'aurait retardé, je suis sûr de trouver ce soir après le dîner quelqu'un qui va arriver et me dire « Cher ami, il y a si longtemps qu'on ne s'est vu !» Non, 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 non. Il faut que je trouve quelque chose qui soit sans réplique. Quelque chose qu'elle ne puisse pas contrôler. Voilà. Non, mais... Ce qui m'embête le plus, c'est que j'ai peur de rougir. Oui. Et comme j'ai peur de rougir, eh bien, forcément... je vais rougir. Je me souviens, quand j'avais 16 ans, je rougissais comme une pivoine dès que je voulais mentir. Ah là là, ma pauvre mère et mon cher père ne s'y trompaient jamais d'ailleurs. Et voilà. Là maintenant, là aujourd'hui, là tout de suite, là, j'ai l'impression d'avoir 16 ans et que ma femme est une espèce de parente à moi. Voilà. Et oui. Et tout ça, en vérité, il faut bien l'avouer, parce que je viens de me comporter comme un collégien. Non mais quelle idée! Quelle idée j'ai eue de suivre cette petite femme dans la rue, hein, de l'avoir accostée et raccompagnée chez elle. Ah oui.
pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Moi que jamais, jamais. C'est la première fois. Je suis sûr de sentir encore le parfum dans ce... Exprès d'ailleurs. Parce qu'il faut être bête comme un homme pour se demander d'une femme qu'on ramasse dans la rue, qu'est-ce que ça peut être que cette femme-là? Hein? Eh ben ça ne peut être qu'une grue, bien sûr. Et c'est qu'après qu'on se rend compte. Après. Oui, parce qu'avant, on est en droit de se faire certaines illusions. On n'est pas loin de s'imaginer qu'on a fait une conquête. Et c'est quand vous lui donnez les 25 louis qu'elle vous réclame que vous comprenez que c'est elle qui vous a emmené et non pas vous qui l'avez reconduite. Ça te servira de leçon, hein. Et je regrette bien de lui avoir donné rendez-vous demain à 5 heures. J'irai. Oui, j'irai parce qu'il faut être poli. J'irai. J'irai peut-être pas d'ailleurs. Tout va dépendre de ce qui va se passer ici. Ouais. Et si j'allais courageusement voir Marthe, au lieu de perdre mon temps là comme je le fais là, non. Mais non. Non, si je reste ici, je pourrais toujours lui dire que je suis arrivé depuis une demi-heure. Ce qui ne va pas tarder à être vrai du reste. Et si je lui faisais croire à une surprise? Si, à toutes ces questions, je lui répondais « Non, tu ne sauras rien. Non, je ne te dirai rien. Non, tu ne sauras pas d'où je viens et je te supplie de ne pas me le demander. » Et oui, comprenant qu'il s'agit d'un cadeau, elle ne voudra pas insister. Et je serais bon demain pour aller lui acheter quelque chose. Et voilà. Non, c'est pas bête, hein. Non, c'est une autre solution. C'est même la meilleure solution. Mais oui. Et je l'aurais trouvé tout de suite si je ne m'étais pas énervé. Il ne faut jamais s'énerver. On est perdu quand on s'énerve. Voilà. Tandis que dans le calme, waouh, on retrouve toutes ses facultés. Demain, j'irai lui acheter la chose en question, que je ferai livrer dans la soirée. Et voilà. Et oui, bien sûr, oui. Si elle me demande pourquoi il a fallu attendre 24 heures, ben, je lui dirais que c'est à cause des initiales. Il a fallu graver les initiales. Et voilà, je suis sauvé. Je me noyais dans une goutte d'eau. Dites-moi, mon bon Émile. Oui, monsieur. Madame est-elle dans son boudoir ou dans la chambre de sa mère? Ah, madame n'est pas encore rentrée, monsieur. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Madame n'est pas rentrée, monsieur. Madame n'est pas encore rentrée? Enfin, tout de même, il est dit 8h10. Enfin, on peut-elle être? Oh, je n'aime pas ça, moi. Mais je n'aime pas ça du tout, alors. Avec la pièce suivante, une lettre bien tapée, on est toujours dans le théâtre de boulevard. Face au registre de la tragédie classique et du drame, ce théâtre de boulevard s'inscrit dans le registre plus global de la comédie, avec sa figure emblématique, le vaudeville, à partir de Feydeau, Labiche, Courteline. Longtemps regardé de haut par les études littéraires, il a souvent été résumé à un théâtre facile ou commercial. Mais derrière cette étiquette parfois méprisante se cache en fait un genre aux règles extrêmement précises, à la mécanique redoutable, pensée pour le plateau
pour les comédiens et surtout pour le public. Mais sachez que, quel que soit le registre, il n'y a en réalité que deux genres de théâtre, le bon et le mauvais. Il est bien difficile d'imaginer un instant que le théâtre de boulevard puisse être mauvais quand on sait qu'un certain nombre de ses créations sont inscrites au répertoire de la comédie française, y compris un certain nombre de mes œuvres. Une lettre bien tapée a été créée en 1939 au Théâtre de la Madeleine. La pièce est trop courte pour que je la présente sans risquer d'en dévoiler prématurément la fin. Mieux vaut vous la laisser découvrir. Allô, la réception, s'il vous plaît. Allô, la réception? Dites-moi, monsieur, n'auriez-vous pas une sténodactylo que vous puissiez me prêter pendant quelques minutes? Je suis le 122. Comme vous êtes aimable, monsieur. Qu'elle vienne avec sa machine, naturellement. Oui, c'est cela même. Non, 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 10 minutes, pas davantage. Merci. Service express. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. La fumée ne vous incommode pas, mademoiselle? Non, mais du tout, du tout. Je m'excuse de ne pas fumer moi-même. Mais pour écrire, c'est incommode. Gymnastique, dites-moi. Je suis à vos ordres, monsieur. Mais vous ne vous servez pas de papier. Pour quel usage, monsieur? Pour quel usage? Pour quel usage? Ben pour écrire! Ah, mais j'avais oublié le papier. Oh, le principal en somme. Oh. Un seul exemplaire? S'il vous plaît. On est bon, mon petit? Mon cher Edmond. Tiens. Quoi donc? Ah, c'est le nom de mon père. Mais non, et comment va-t-il? Mon père? Oh, il va très très bien. Merci, monsieur. Mon cher Edmond. Je suis arrivé à Orléans vers 3 heures et, virgule, tout de suite, virgule, je suis allé voir le notaire. Un point. Parfaitement. Ma première impression n'a pas été très bonne. Ah non? Non. Et je ne veux pas tarder à t'apprendre que la chose est bien plus compliquée que nous ne le pensions. Quoi donc? Non, rien. Enfin, plus compliqué que vous ne le pensiez. Comment que vous ne le pensiez? Pardon. Que nous ne le pensions. Voilà. Je pouvais te le téléphoner, Ça le fait. mais à la réflexion, j'ai préféré t'écrire afin que tu puisses montrer ma lettre à Bergeron. À qui? À mon associé. Oui. C'est son nom qui m'a échappé. Ah, pardon. Bergeron, B-E-R-G-E-R-O-N. Il verra ainsi que je suis allé moi-même à Orléans.
ce que je puis te dire aujourd'hui, c'est que le dernier testament qu'elle a fait n'est pas écrit de sa main. À la ligne. Confidentiel. Vous pouvez compter sur moi. Mais ça c'est pas d'amour, ça c'est un... Aide-moi. C'est un mot. Bah écrivez-le, confidentiel. Confidentiel. La personne en question est peut-être toujours où tu penses. Oui. Mais sois convaincu que si Gaston obligeait Suzanne à rendre à Simone ce que tu sais, nous aurions en main tous les éléments de ce que tu supposes. Mais vous croyez qu'il va comprendre? Je m'en suis. Je vous permets de vous dire ça parce que moi... Mais peut-être. Mais lui, il comprendra. Ah, excusez-moi de m'y être Mais intéressée. je vous en prie, mademoiselle. Où en était-je? Maître Radet, ET, m'a dit qu'il se rendrait demain en personne au château de Saint-Mel. Un point. Mais Saint-Mel est à 300 km d'ici. Ah, 340. Des personnes bien informées prétendent même qu'il y a au moins 340 km. Dans ces conditions, je n'aurai pas la réponse avant 48 heures. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis 47 heures. Je me suis trompée d'1 heure. Tu peux laisser 47. Mais bien sûr, voyons. Je te la peux reconnaître aussitôt. Que vais-je faire jusqu'à mercredi? Je n'en sais rien encore. 2 jours, c'est bien long, et pourtant cela pourrait passer si vite. Certes, virgule, il ne me déplairait pas d'aller jusqu'à Amboise, que j'ignore. Il paraît que le château est une splendeur. Ah oui. Ah bah oui. Seulement voilà, faire seul ce petit voyage, quand il serait si doux de le faire à 2. Alors, rester à Orléans et attendre la réponse de Radet. Si seulement je connaissais quelqu'un ici. Et quand je dis quelqu'un, Edmond, tu vois ce que je veux dire. Ah, si j'étais homme à me contenter de n'importe quelle créature rencontrée au hasard. Ah mais non, je la voudrais charmante et fine. Et puis, assez grande, pas trop grande. Avec des yeux très beaux. Je lui vois des cheveux bruns et des mains délicates avec des ongles rouges. Existe-t-elle? Peut-être. Mais si je la rencontre, oserais-je lui demander 24 heures de sa vie? Crois-tu, mon cher Edmond, qu'elle voudra consentir à me faire visiter ce beau château d'Amboise? Et si elle y consent, crois-tu, pour l'en remercier, qu'il me sera possible de lui offrir ce petit manteau de vison que j'ai vu tout à l'heure dans la vitrine d'un magasin qui se trouve place de la cathédrale à gauche, en arrivant par la rue Gambetta? Le crois-tu, cher Edmond? Pardon, monsieur. Pardon, excusez-moi. Puis-je me permettre de donner un petit coup de téléphone? Je vous en prie, mademoiselle. Allô? La réception, s'il vous plaît. Allô, la réception? Donnez-moi tout de suite le commissaire de police. Allô? Allô? Allô, c'est toi, papa? Ah, mais dis donc! Eh ben, figure-toi que le patron m'envoie pendant 24 heures à Amboise. Je ne peux malheureusement pas refuser. Mais non, mais bien sûr. Alors sois gentil. Demande à maman de me préparer mon petit sac de voyage. Mais non, 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 ce n'est pas la peine. J'ai tout ce qu'il faut comme manteau. Excuse-moi, hein. Ben oui. Papa est commissaire de police. C'est pas possible. Alors, nous en étions à ce petit magasin, à gauche, en remontant par la rue Gambetta. On s'arrête là.
Drôle de profession quand même que celle de comédien. En quoi consiste-t-elle d'ailleurs? À faire semblant. Et à cet égard, est-ce que vous savez quelle est la différence qui existe entre un bon comédien et un grand comédien? Un bon comédien est un monsieur qui fait croire au public qu'il mange du poulet qu'on vient de lui servir et qui est en carton. Ce n'est déjà pas si facile. C'est un grand comédien. Lui sera capable de manger du poulet véritable, en faisant croire au public qu'il fait semblant de manger du poulet en carton. Augmentant la difficulté pour son plaisir, finalement, il aura fait semblant de faire semblant. Du grand art. Et surtout un beau sujet de réflexion avant la dernière pièce qui va conclure cette soirée avec Sacha. Vous allez avoir accès aux coulisses de l'exploit, en immersion au cœur d'une pièce de théâtre, au cœur de la frénésie de sa création, des affres, des répétitions et des états d'âme des comédiens. Et je peux vous assurer, alors qu'elle date de 1913, que fort de mon expérience, elle est toujours d'actualité. Jugez-en vous-même. Sacha, Ouais, quoi? et les points là, Verdier? Non, c'est possible. Ah ouais, pourquoi je vais le rôle du directeur, j'ai pas vu. Alors comment on va faire? On va pas annuler la pièce? Je suis allé dans les coulisses, je suis allé dans le foyer, je suis allé partout dans le Cherchez. Même on allait voir s'il pissait là-haut. Non, il n'est pas là. Oh, alors qu'est-ce qu'on fait? Mais dis donc, c'est Sacha. Oui. Oui. C'est vous qui l'avez écrit cette pièce. Oh oui, mais enfin c'était en 1913, il y a 110 ans. C'est vous qui l'avez écrit, montez là-dessus, allez hop. Non, on va pas laisser le public en rade. Allez, venez. Bon, on va essayer. Avec le Verdier, bien le chapeau de Verdier, vous allez jouer ça. Alors vous avez le droit de garder votre texte là, parce que, hein, si vous avez des trous de mémoire ou votre âge, allez hop, Vous avez remarqué aussi? hop, allez au boulot, là, c'est pas le tout, mais il y a la régie qui va suivre. Hop, allez, hop. Ça pourrait être celui-là. Ah mais là j'ai pas besoin de lunettes. Oui, c'est celui-là. Je le relis. Malgré l'immense succès du Secret de Virginie, la direction du Théâtre Poissonnière a décidé d'interrompre les représentations de la belle pièce de M. Jean Brossard. C'est une comédie en 4 actes de M. Edmond Guennery qui lui succédera sur l'affiche. Nous croyons savoir que cette pièce, d'une nouvelle, comporte une situation psychologique des plus puissantes et des plus neuves. L'œuvre de M. Guennery a été montée avec un goût remarquable. Les décors sont de Verdun et les mobiliers sont de son rapport. Et les mobiliers, on va dire, sont de style. Voilà. Le public ne se rend pas compte de la difficulté qu'il y a à faire des notes aux journaux. C'est tout un art. Il faut frapper l'imagination du lecteur et tout le monde ne sait pas frapper. Oui, André. Maintenant, il y a l'auteur qui demande si c'est pas possible d'avoir un mobilier empire pour l'acte 2. Ah non, il a fait faire comme les autres. Hein. Il se contente du mobilier Louis XIV pendant un magasin, ça fait 20 ans qu'il sert et il est quasiment d'époque. Je vais quand même pas en plus investir en location des meubles nouveaux pour une pièce qu'on va jouer, allez, 10 fois. Ah bah 10 fois, espérons-le. Ah, ils sont épatants ces auteurs. Rien n'est assez bien pour eux. Ils s'en fichent pas mal des frais qu'on a. Ça leur coûte rien. Et puis leur pièce leur rapporte toujours beaucoup plus que ce qu'elle ne leur a coûté. Ah, des auteurs comme celui-là, ils devraient payer pour être joués. Oui, ils devraient payer beaucoup plus qu'ils ne payent. Entrez. Ben non, il y a l'auteur qui demande.
Quoi? Non, non, demande rien. Il n'aura plus rien, c'est ma pas de demande. Je joue sa pièce, c'est déjà énorme. Oh. Ouais, attendez, Il est attendez. comme les autres, celui-là, il est jamais Attendez. content. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande si vous voulez dîner avec lui. Ah, ça, oui. Ah. Alors, il demande aussi Oh, non, ça m'aurait étonné. bah, si que vous l'attendiez pour partir avec lui. Ah oui, Ah, voilà, voilà. parfait. C'est pas plus compliqué que ça. Très bien. On va savoir ce qui se passe. Ah. Qu'est-ce qui se passe à la répétition? Et vous êtes à la répétition? Vous me le demandez même pas. Oui, mais parce que j'imaginais pas que vous étiez dans la répétition. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut la question s'il n'est pas la répétition? Oui, ça peut dites-moi ce qui se passe. Bon, alors, vous voulez savoir ce qui se passe à la Oui, répétition s'il ou vous plaît. merde? S'il vous plaît. Bon, alors, le mec est mauvais comme toujours. Le public est habitué. Le dernier sera pas mal, c'est son rôle. La petite Fillot, elle est mignonne, hein, mais alors, ça ne connaît pas le métier. Quant à Talmont, hein, je vous la file, moi, je vous la donne, patron. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je Alors, fasse? au premier ou au deuxième, elle est pas mal, alors au troisième, c'est un désastre. Enfin, je pense que ça ira, puisque vous voulez savoir. Oui, sûrement, sûrement. De toute façon, l'important, c'est la publicité. Il faut que la pièce soit bien annoncée. Ah! Oui, entrez. Bonjour. Oh, mais bonjour, mon cher auteur. Mais comment ça va-t-il? Ça va très mal. Ah oui, je sais, c'est encore votre mobilier Louis Empire qui vous chiffonne, hein. Enfin, comprenez-moi, mon cher ami, je ne peux quand même pas louer un mobilier nouveau pour une pièce qu'on va jouer, et, vous imaginez, 200 ou 300 fois. Non, ce serait pour 10 fois, je veux bien, mais il le loue à la journée, il le loue très cher. Oh, c'est pas le mobilier Empire qui me chiffonne. Alors bon, qu'est-ce qui se passe? Mais racontez-moi ça. Il y a que mademoiselle Fanny Talmont est en train de foutre ma pièce par terre. Voilà ce qu'il y a, mon ami. Et je vous jure que pour un auteur, il en faut plus que ça. Et Valabelle, comment est-il? Admirable. Ah, parfait. Mais Talmont, c'est impossible, impossible. Mais c'est effrayant. Et Carnier, comment il est? Oh, merveilleux de simplicité. Ce qu'il fait est sobre et posé. Et puis, ce rôle est tellement beau qu'il le porte. Parfait, mon vieux, parfait, je suis content que vous soyez content. Je serais content, mais je vous le répète, il y a Talmont. Elle est réellement impossible. J'ai eu toute la patience qu'un auteur doit avoir. Et de son côté, elle fait ce qu'elle peut, cette petite. Mais ce qu'elle peut, c'est vraiment peu. Que voulez-vous? On n'est pas infaillible, hein. Et c'est pas la première fois qu'un auteur reprend son rôle. Elle n'a aucune puissance, aucune autorité. Alors évidemment, dans les jolies façades d'ironie du premier acte, bon, elle est parfaite. Au second, elle est gentille, mais à la fin, c'est un désastre. Ah oui. Et j'estime que dans l'intérêt même du directeur, un auteur a le devoir de tout faire pour assurer le succès de son œuvre. Et en l'occurrence, eh ben, c'est reprendre son rôle. Elle a un dédit, Talmont. Hein? Qui ça? Talmont, elle a un dédit. Ah mais je pense bien, oui. Ben, ça simplifie tout. Oui, enfin, n'oubliez quand même pas, mon Dieu, que c'est vous qui m'avez conseillé de l'engager. Oh, eh bien, nous arrangerons tous les deux, voilà tout. Je n'ai pas l'intention de vous laisser supporter à vous seul les conséquences d'une erreur que j'ai commise. Vous pensez bien. Et pour la remplacer, j'ai pensé à la petite Fillot, qui voit répéter la pièce depuis un mois, qui a très envie de la jouer, et qui serait remarquable. Vous la trouvez bien, Fillot, n'est-ce pas? Hein, quoi donc? Fillot, vous la trouvez bien, n'est-ce pas? Oh, elle a un petit corps charmant, oui. Oh. Ou alors, la mère Calvin, qui est libre en ce moment. Oh, je sais bien qu'elle n'a plus du tout l'âge du rôle et qu'elle ressemble maintenant à un vieux chameau. Mais enfin, c'est tout de même Marie Calvin. Il est possible que bien maquillée, bien arrangée, elle puisse faire encore illusion. Qu'en pensez-vous? Quoi donc? Marie Calvin. Ah, Marie Calvin. Oh, Marie Calvin.
pas? Oui. Et je l'ai bien connu. Oh, on a fait l'amour en 1982. Oh. Ah, c'était une sacrée gaillarde. Ah, maintenant, c'est une héroïne à ne plus visiter. Oh, bah évidemment, la petite Fillot serait 100 fois mieux. Eh bien, n'hésitons pas. Et puisque nous sommes d'accord tous les deux, c'est pas la peine de perdre un jour de plus. Je vais faire appeler Talmont et nous allons lui faire comprendre qu'il faut qu'elle rende son rôle. Il y a que ça à faire, hein. Régisseur, voulez-vous prier mademoiselle Talmont de bien vouloir venir un instant? Ah, mais monsieur, c'est pour encore répéter le 3, là. Eh bien, justement, qu'elle vienne tout de suite. Ah, vous savez, plus j'y pense, plus je suis convaincu que la petite Fillot sera très bien. Je suis ravi de ce changement. Eh bien, je suis content, moi aussi, toujours quand mes auteurs sont contents. Oui? Oui? Oui, vous avez demandé à me voir. Entrez et asseyez-vous, ma chère. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ma petite Fanny, vous êtes une actrice, mais charmante. Mais Nous avons pensé, Barakan et moi, qu'il fallait donner une grande preuve d'amitié en vous évitant de courir un danger inutile au début d'une carrière aussi brillante que la quel vôtre. danger? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ma petite Fanny, je me suis trompé. J'aurais dû écouter Barakan dès le premier jour. Vous possédez les dons les plus rares. Oui. Vous êtes gaie, vive, souriante et distinguée. Et vous êtes tout à fait exquise dans la première partie du rôle. Le troisième acte n'est pas au point du tout. Et je m'en étais rendu compte. Laissez-moi J'avais parler. Vous réalisez pas ma pensée pendant tout le premier acte. Et notamment, vous avez une façon extraordinaire de dire « Mon petit, pour épouser Georgette, il vous faudrait avoir plus de poils au menton. » Alors là, vous êtes exquise. Au deuxième, vous êtes tout bonnement parfaite. Oui, mais c'est ça. En somme, c'est le 3 qui cloche. S'il ne faisait que clocher, ma chère amie. Je devine. Oh, quoi donc? Mais vous allez couper le 3. Mais j'ai pas Mais de ne faites préparation. pas ça du tout, ne le faites pas. Et puis surtout, n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Je vous le jure, moi, que c'est un acte admirable. Ah, admirable? Ah oui, Certainement. admirable, Et j'ai pas admirable. l'intention de le couper. J'ai pas l'intention de le couper. Bah alors, C'est pas l'acte qui va pas. Garnier. Non, La belle. non plus. Et ben alors. Ben, c'est vous qui... Ah, mon cher ami. Mais il faut tout me dire. Il faut tout me dire. Et à ce propos, je tenais à vous remercier pour la délicatesse que vous avez eue de ne pas faire d'observation devant les camarades. Bon, ben alors dites. Dites vite ce qui ne va pas, car il faut qu'elle aille, votre pièce. Votre belle pièce. Qu'est-ce que je donne mal? Voulez-vous un petit peu plus de sensibilité ou de profondeur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Eh ben, je voudrais que vous me donniez votre rôle. Mais enfin, comment mon rôle? Ne vous mettez pas en Oh colère. là. Ne vous mettez pas en Mais colère. enfin. Et comprenez-moi bien. Oh, écoutez. J'ai mis beaucoup de patience. Et vous, beaucoup de bonne volonté. Mais il y a une impossibilité physique. Le troisième acte est beaucoup plus dur et vous ne pouvez pas jouer. Et nous avons pensé, Barakan et moi, qu'il était inutile de s'obstiner davantage. Et remarquez, ma chère amie, c'est arrivé à Frédéric Lemaître et à Madeleine Brohan. Quand un rôle ne convient pas, eh bien on le laisse à une autre. Et plus tard, on a sa revanche. Ouais, voyons. Mais remarquez, ma chère amie, je ne vous reprends pas votre rôle. Je suis allé vous l'offrir à Dinard cet été. Je vous l'ai donné. Ce rôle est à vous. Et il est tellement à vous que vous pouvez en disposer. Alors, hein? Bah, rendez-le-moi. Mais qu'est-ce que vous avez? Je cherche d'où ça peut venir tout ça.
Mais ça y est, mais je m'en doutais. Madame Calvin veut le rôle, probablement. Madame Calvin. Mais parfaitement, voilà 8 jours qu'elle rôde dans les coulisses. Je l'ai vue. Elle a pas assez joué, celle-là, depuis 40 ans. Ah, je vous donne ma parole d'honneur que le nom de Madame Calvin n'a même pas été prononcé. Eh bien oui, mais c'est ça, je m'en doutais. C'est une saleté de Mademoiselle Fillot. Mademoiselle Fillot n'est pas contente du rôle qu'elle joue, et elle veut le mien. Mademoiselle Fillot qui n'est fidèle ni à son amant riche, ni à son amant de cœur, n'a probablement pas hésité à aller vous voir ce matin, à votre réveil. Oh, ma chère amie, je vous en prie quand même. Mademoiselle Fillot qui n'est pas capable d'aligner 2 lignes sans aller consulter Lautner ou Madame Kolb. Mademoiselle Fillot veut le rôle. Ah, je vous jure que c'est pas Mademoiselle Fillot qui jouera votre rôle. Non, c'est pas elle qui jouera votre rôle. Eh bien quoi? Thérèse Duplessis? Non. Eh bien, on dirait que personne n'en veut donc de votre rôle. Ah, mademoiselle, ce que vous venez de me dire m'autorise à employer un autre ton. Et je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Ah, mais jamais, monsieur, jamais. Ce rôle est à moi et je le garde. Voilà près d'1 mois et demi que je répète avec une ponctualité et un acharnement que je ne saurais recommander à mes camarades. Qui ferait mieux de suivre mon exemple plutôt que de dire du mal de vous dans les coins? Bah oui, mais ça non plus, hein, vous en êtes rendu compte. Hein. Ah, je me rends compte que d'une chose, c'est que vous ne pouvez pas jouer le 3e acte. Eh ben oui, bah écoutez, peut-être qu'il est moins bon que les 2 premiers. Oh, mademoiselle, je vous interdis de juger ma pièce. Et moi, je vous interdis de me juger avant la générale. Enfin, écoutez, il me faut le public, moi, pour être bien. Je ne peux pas me donner devant le souffleur ou devant les machinistes. Bon, tenez, écoutez. Voulez-vous que j'aille répéter avec Madame Kolb le matin, et ce que vous me direz de faire, je le ferai. Mais je veux garder ce rôle, je l'adore, je ne l'ai pas encore dans la bouche, mais je l'ai dans la peau, et je cherche mon cri à l'entrée du baron. Mais il n'y a pas de cri, mademoiselle. Mais il y a toute la scène avec le beau-père. Oui, mais je le sais. Elle est admirable, celle-ci. Je l'adore. Elle est juste magnifique. Elle est extraordinaire, cette scène. Mais justement, il faut qu'elle soit jouée. Elle le sera dans 3 jours. Mais pourquoi attendre 3 jours? Dans 3 jours, il faudra recommencer la même discussion. Moi, je croyais pourtant m'être fait comprendre. Vous n'allez pas recommencer encore? Ah, ne m'obligez pas à vous dire la vérité. Ah, et quelle vérité? Donnez-moi votre rôle et restons-en là. Ah, non. Je veux savoir la vérité. Non. Eh bien, je vous rendrai votre rôle si vous me dites la vérité. Eh bien, mademoiselle, vous êtes très mauvaise au dernier acte. Je suis mauvaise? Oui. Très je mauvaise. suis mauvaise. Très mauvaise. Vous n'avez ni l'accent, ni le mouvement. Vous êtes perpétuellement froide, élégante et distinguée. Eh bien, ça ne suffit pas. Lorsqu'une femme du monde est trompée par son amant, sa bonne éducation disparaît et nous n'avons plus que sous les yeux une femme, une femelle, acharnée, violente, ordurière s'il le faut. Eh bien, ça, mademoiselle, vous ne me le donnerez jamais. Jamais. Non, jamais. Il vous manque certaines qualités que le travail et la bonne volonté ne peuvent pas donner. On a ça dans le sang ou on ne l'a pas. Vous n'avez ni force, ni puissance, ni souffle. Votre talent n'est plus que... Mon talent? Mais j'en ai peut-être plus que vous du talent. Et puis tiens donc, moi aussi je vais vous la dire, la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. Le 2e acte est échappé au scandale de bataille, et puis le troisième acte est invraisemblable, et puis le tout écrit en charabia. Espèce de petite cabotine qui vous permettait... Cabotine, mais il n'y a pas plus cabot que vous dans le métier. Ah, si vous n'étiez pas une femme. Si seulement vous étiez un homme, on dirait que vous faites faire vos pièces dans des asiles de gâteux. Et vous preniez les leçons au guignol des Champs-Élysées. Goujat, voyou,
vipère! Espèce de pauvre machin! Mais dites-vous bien que si vous n'étiez pas l'ami d'Antoine, mais personne n'irait les voir vos pièces faites de briques et de brocs, avec les ordures des autres. Et ce sont ces gens-là qui se disent écrivains. Écrivains, des barbouilleurs de papier. Et puis ça paye, hein, pour faire jouer ces pièces. Et tout Paris le sait. Et si on ne le sait pas, je le dirai, je le crierai, je le hurlerai, afin que mon directeur, aux yeux de tous, ait l'air d'un tripoteur, plutôt que d'un crétard. Bravo! Bravo! Eh bien, ça y est! Vous venez de trouver votre cri! Vous le tenez, votre accent! Oh! Et voilà le mouvement de la grande scène du troisième acte! Enfin! Sauvé! Mais restez dans le même état, c'est tout! Et venez répéter tout de suite! Vous venez de faire enfin ce que je vous demande depuis 15 jours! Vite en scène, en scène, en scène!